Voilà, bonsoir. Allez, on va commencer. J'appelle tout de suite le rédacteur en chef du quotidien du tourisme. Mesdames, Messieurs, voici Nicolas Barbery. Bonsoir Nicolas. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents, chers partenaires, chers lecteurs et amis, bonsoir. Nous sommes très honorés et heureux de vous avoir aussi nombreux pour cette 4e édition des Victoires du Tourisme. C'est une belle occasion pour nous tous, ensemble, de célébrer le tourisme, ce secteur qui nous est cher, autant pour les valeurs qu'il porte que pour les retombées économiques importantes pour notre pays. Selon le World Travel and Tourism Council, le tourisme et le voyage ont contribué directement à l'économie française à hauteur de 204 milliards d'euros en 2017. Cela représenterait près de 9% du PIB de la France. Et d'ici 10 ans, ce secteur devrait atteindre les 10% de notre PIB. Il y a une autre bonne nouvelle. Selon le baromètre Ipsos pour Europe Assistance, 69% des Français ont déclaré vouloir partir en vacances cet été. C'est 4 points de plus qu'en 2017. Et ils sont aussi plus nombreux à vouloir partir à l'étranger. Tous ces signes positifs ne doivent pas nous faire oublier que le tourisme est une activité qui reste extrêmement fragile et sensible à de nombreux éléments que nous ne contrôlons pas du tout. Je pense aux attentats terroristes, en France comme ailleurs, aux tensions géopolitiques internationales, aux aléas climatiques, aux épidémies, à la tourismophobie, aux réglementations de plus en plus contraignantes, etc., etc. Et quand tout va bien, on a les grèves. Bien sûr, la grève, c'est une tradition dans notre pays, et les traditions, c'est important. On peut s'en réjouir, comme ma tante activiste, pour qui la grève reste l'ultime expression démocratique entre deux élections. Certes. Elle me disait récemment, alors que je pestais contre les grèves à la SNCF, mais heureusement que nous avons encore des syndicats dans ce pays. Enfin, elle parlait surtout des syndicats de cheminots. Pour les pilotes, elle a plus de mal à saisir toute la noblesse de leur combat. Mais face au coût exorbitant des grèves pour Air France, pour la SNCF et pour l'ensemble des entreprises du tourisme, on peut aussi le déplorer. Comme Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, qui, lors de son assemblée générale, n'a pas hésité à traiter les syndicats des deux transporteurs totalement hostiles à toute réforme, de forces sociales les plus réactionnaires du pays. Eh bien, malgré toutes ces difficultés, le tourisme déborde toujours autant de vitalité et d'énergie. Et c'est ce que vous verrez encore ce soir. D'ailleurs, je veux remercier tous nos lecteurs qui ont pris part au vote avec assiduité. Ils sont chaque année plus nombreux. Je veux aussi remercier Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, d'être parmi nous ce soir. Votre présence est le signe très fort de l'importance que vous accordez au tourisme. Je veux remercier Alix Philippon, présidente de la PST, René-Marc Chicly, président du CETO, et Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage, pour votre soutien fidèle depuis 4 ans. Je veux aussi remercier Roland Aiguille, président de l'UMI. De plus, par votre présence, la Grande Confédération du tourisme est presque enfin réunie autour de cette table. Un grand merci aussi à tous nos partenaires qui nous ont encore fait confiance cette année. Merci à mes confrères présents pour la première fois. Et merci aux équipes des éditions La Rivière et du quotidien du tourisme. Et bien sûr, merci à vous tous, du fond du cœur, d'être ce soir parmi nous. J'appelle maintenant mon cher camarade Emmanuel Le Chypre à venir me rejoindre. Bonjour à tous. Je note que les applaudissements sont un peu moins nourris que pour Nicolas, mais il mérite, Nicolas, il mérite.
Bon, merci à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce qui devient une tradition. Et donc, pour Madame la Présidente de la plus belle région du monde, je vous dis juste que voilà, je fais un petit speech avant votre intervention et je ferai un petit speech avant le ministre du plus beau pays du monde aussi, évidemment, bien sûr. Alors, Nicolas parlait des excellentes nouvelles. Oui, il faut parler d'excellentes nouvelles, Madame la Présidente, puisque 2017 a été la meilleure année touristique enregistrée depuis 10 ans pour la région Île-de-France, puisque toute forme d'hébergement confondue, la région parisienne a reçu 49 millions de visiteurs en 2017. C'est effectivement beaucoup plus qu'en 2016, 45 millions exactement. Alors on connaît tous les circonstances difficiles des années 2015-2016 et ce sursaut est évidemment bienvenu. Ça, c'est la conjoncture. Et puis il y a la structure parce qu'il y a un effet Paris incontestable dans le monde entier. Il faut savoir que quand vous organisez un salon à Paris, quelle que soit la nature de ce salon, que vous fassiez venir des profs de sport, que vous fassiez venir des radiologues, eh bien, quand un salon a lieu à Paris, le taux d'inscription des participants est 20% supérieur à un salon qui se tiendrait dans n'importe quelle autre grande capitale. Et puis Paris est toujours dans le top 3 des destinations préférées des touristes du monde entier. Alors on pourrait se satisfaire de ces bons chiffres, mais ce serait un peu une erreur. D'abord parce qu'il ne faut pas oublier les faiblesses que nous avons en Île-de-France. Attention d'abord à l'effet Disney. Sur ces 49 millions de touristes, n'oubliez pas qu'il y en a 7 ou 8 qui viennent uniquement à Disney et qui ne viennent pas spécialement pour la région parisienne. Et puis, je rappellerai quand même les faiblesses bien connues que sont nos infrastructures, parfois un peu vieillottes. Pensez à nos gares, pensez à nos aéroports, pensez à notre offre hôtelière, pensez à nos transports. Quand vous voyez ce qui se fait dans certaines grandes capitales étrangères, je pense au Narita Express par exemple à Tokyo. En matière de connexion des transports, il y a beaucoup de progrès à faire, avec en plus toutes les prestations annexes, musées, etc. Attention aux services défaillants, attention à la propreté. Je vous rappelle que dans les classements, Paris, c'est quand même la ville qui est considérée comme une des plus sales d'Europe et une des moins sûres aussi d'Europe. Bref, il y a beaucoup de choses à traiter. Alors, beaucoup de réponses à ces faiblesses se trouve en partie, Madame la Présidente, dans votre plan de redressement du secteur. Alors je cite quelques mesures fortes, la mise en place de volontaires du tourisme, le City Pass, le site Welcome to Paris Region, les commissariats mobiles, l'amélioration de l'accueil en langue étrangère, la campagne de promotion à l'étranger. C'est une bonne voie et voilà que là-dessus nous arrivent les Jeux Olympiques de 2024. Dont je voudrais rapidement préciser les vrais enjeux pour m'interroger sur ces vrais enjeux. Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu en termes de touristes qui vont venir et d'effets, des retombées liées aux touristes qui vont venir pour assister aux Jeux Olympiques? Ce qu'on a vu dans les grandes expériences étrangères, et notamment ce qui s'est passé à Rio, à la fois pour la Coupe du Monde et pour les Jeux Olympiques, c'est que dans les très grandes villes, finalement, il y a certes des gens qui viennent voir les manifestations sportives, mais il y a ceux qui seraient venus et finalement qui ne viennent pas à cause des manifestations sportives. Et donc, il n'y a pas pour les très grandes villes, comme Rio, comme Paris sans doute, l'effet qu'il y a pour des villes de moindre envergure mondiale. Donc, est-ce que l'enjeu est vraiment la fréquentation touristique ? C'est pas sûr. Au-delà, il y a un enjeu qui est celui, évidemment, des infrastructures. Je vous cite, Madame la Présidente, 100% des spectateurs disposeront d'une solution en transport en commun pour se rendre sur chacun des sites de la compétition. Et là, on se dit qu'effectivement, on touche du doigt l'enjeu, parce que l'enjeu, il est bien là. L'enjeu, c'est bien les infrastructures de transport qui vont être construites pour ces Jeux Olympiques, pour les touristes futurs, bien évidemment, et pour le tourisme d'affaires aussi. Je termine en vous citant cette étude que vous connaissez évidemment, qui est l'étude du Conseil d'analyse économique qui, au moment du Brexit, a étudié un petit peu tous les facteurs qui feraient que les Anglais et les autres étrangers seraient enclins à venir s'installer à Paris. Et le premier moteur de notre attractivité à Paris serait une liaison rapide
entre l'aéroport Charles de Gaulle et le centre de Paris. Je compte sur vous pour nous donner votre point de vue sur tout ça et pour nous expliquer un peu où on en est. Et est-ce qu'on peut espérer avoir des infrastructures de transport rapidement, modernes et dans les délais qu'on nous avait promis? Merci Madame la Présidente. Merci chers amis. Emmanuel, merci. Je vais donc demander à Valérie Pécresse de venir nous rejoindre sur scène. Madame la Présidente, la scène est à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Merci, Monsieur le Chypre, avec des questions claires qui appellent des réponses précises. Monsieur le ministre, cher Jean-Baptiste, Madame la vice-présidente de la région, chère Amida, je voudrais saluer à mon tour Nicolas Barbery, Frédéric de Varigon et tous les professionnels du tourisme partenaires de ce prix, mesdames et messieurs, chers amis. Paris, je t'aime. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une scène de ce film qui était en fait composé de plein de petites scénettes filmées par des grands metteurs en scène. Il y avait un film des frères Cohen, court, en 2006. À la station Tuileries, un touriste américain fait l'expérience de l'accueil, disons rugueux, réservé aux visiteurs en Île-de-France, confirmant à l'écran tous les clichés sur les qualités d'accueil françaises et particulièrement, dit-on, les qualités d'accueil franciliennes. Alors, vous, aujourd'hui, qui recevez tous ces prix, vous avez su faire mentir ces clichés qui datent, je dois le dire, d'il y a 10 ans. Vous avez su attirer l'année dernière 48 millions de visiteurs que vous avez guidés, aidés, accueillis, hébergés, nourris, régalés, devrais-je dire. Je voudrais donc d'abord que vous vous applaudissiez, j'allais dire que nous vous applaudissions, mais que vous vous applaudissiez parce que c'est à l'effort collectif, à votre effort collectif, que nous devons ce record de fréquentation après le passage très difficile de 2015. Bravo à tous. Donc je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, ça va sans dire, parce que vous travaillez à faire de l'Île-de-France une destination incontournable. Et tous les prix de ce soir vont récompenser votre immense créativité en la matière. Nous avons ensemble, dans le cadre de nos coopérations, su faire se rencontrer un grand territoire et les attentes de ses visiteurs. Je sais que cette collaboration entre nous va s'approfondir très fortement cette année parce que nous avons tout à y gagner et nous avons tous à y gagner. Je veux d'abord vous dire, vous répéter que la région Île-de-France est votre premier allié. La région, elle s'implique, elle est réactive et elle est créative. Elle s'est impliquée à travers 6 mesures d'urgence qui ont été lancées après les attentats de 2015 avec l'État, la mairie de Paris et les acteurs du secteur. Des mesures qui sont devenues le plan d'action 2017-2021 de la région en faveur du tourisme. Notre stratégie est claire, il s'agit d'identifier le potentiel des territoires et soutenir tous les projets structurants et ne pas, au contraire, juste saupoudrer des subventions sur toute une kyrielle de projets. Nous voulons muscler notre stratégie parce que les touristes sont de retour, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Et la concurrence internationale est rude parce que nos voisins ne nous ont pas attendus pour intégrer le tourisme dans leur stratégie d'attractivité. Alors on doit faire mieux. Et on doit faire vite, en saisissant les occasions qui s'annoncent, les opportunités qui s'annoncent, la Ryder Cup en septembre prochain, qui va nous donner à voir à 1 milliard de spectateurs, et puis ensuite la Coupe du Monde de football féminin, ensuite l'Euro d'athlétisme, ensuite la Coupe du Monde de rugby, et enfin, feu d'artifice, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Mais vous voyez qu'on a toute une série de très grands événements internationaux sportifs qui vont être autant d'échéances importantes pour nous. Alors pour notre stratégie, nous avons choisi 3 axes. Le premier axe, et c'est notre priorité,
pour qu'on demeure la première destination touristique mondiale, c'est l'accueil. L'accueil parce que les touristes se plaignent encore du fait que nous ne parlons pas encore tout à fait tous l'anglais, du fait qu'il reste encore un certain nombre de sujets de sécurité, de propreté, du problème de transport, ça a été dit, et de files d'attente aux frontières. J'ai insisté sur ce point la semaine dernière lors d'une rencontre avec Augustin de Romanet, président d'Aéroports de Paris, qui me confirme que ce problème devrait être réglé dans les semaines qui viennent. Nous avons décidé d'agir pour que les visiteurs se sentent attendus, protégés et accompagnés. C'est pour cela que nous avons déployé depuis 2 ans les volontaires du tourisme sur les grands sites touristiques, tout en musclant l'enseignement des langues. Il y en aura encore 500 partout cet été, visage accueillant pour nos visiteurs, porte d'entrée sur tous nos grands sites. Évidemment, c'est important parce que ça attire aussi des jeunes vers les métiers du tourisme. Ça commence leur formation dès leur BTS tourisme, dès leur formation en langues étrangères. Et c'est important, évidemment, aussi pour vous, parce que les compétences, sont importantes. Nous avons décidé de multiplier les actions pour faire de l'Île-de-France une région multilingue. Multilingue, en lançant cette année une application gratuite et accessible à tous qui permettra d'apprendre et de se perfectionner dans les langues étrangères et de traduire les demandes courantes dans toutes les langues. Et l'objectif, c'est d'abord une région bilingue. Il faut que nous parlions tous l'anglais et la région, dans tous les programmes de formation qu'elle ouvrira, que ce soit des programmes de formation initiale ou des programmes de formation pour les demandeurs d'emploi, mettra des cours d'anglais parce que je pense que c'est aujourd'hui un langage indispensable, un vecteur de communication indispensable dans la vie de tous les jours pour une région capitale de la 5e puissance mondiale. Ensuite, nous allons renforcer ce que nous avons appelé le bouclier de sécurité, c'est-à-dire 20 millions d'euros pour assurer davantage de sécurité dans les transports, dans les villes, sur les sites touristiques, autour des grands événements qui attirent les visiteurs du monde entier. Concrètement, nous avons par exemple lancé 4 commissariats mobiles sur les principaux sites touristiques qui seront déployés avant l'été. Et nous travaillons à un campus des métiers de la sécurité, à 2 campus des métiers de la sécurité avec le gouvernement, parce que nous avons besoin de former et de recruter dans ces métiers et que c'est évidemment très difficile face aux besoins de sécurité d'avoir des personnes qui sont correctement formées. Enfin, nous avons décidé d'embellir l'Île-de-France, de la rendre propre. C'est pour cela que nous avons mis en place en 2016 un fonds propreté. Ce fonds propreté, je vous le fais connaître parce qu'il a pour but de financer des actions de nettoyage des dépôts sauvages dans toutes les communes franciliennes. Nous y avons consacré pour la première année 1 million, mais nous sommes débordés par la demande. Nous avons aujourd'hui 4 millions d'euros qui seront dépensés en 2018. Et évidemment, notre priorité, c'est les abords des autoroutes pénétrantes dans Paris, évidemment, quand on vient des aéroports. Le second axe de notre stratégie, c'est l'innovation, c'est la transformation numérique et notamment dans le cadre de ce qu'on a appelé la Smart Region Initiative. Alors concrètement, c'est quoi la Smart Region Initiative? C'est d'abord moderniser radicalement l'offre francilienne grâce au numérique en créant une nouvelle plateforme Internet, Visit Paris Region, qui sera opérationnelle dès cet été. À terme, cette plateforme sera disponible dans 10 langues, permettra de se tenir informé de tous les événements en direct et d'acheter en ligne des prestations touristiques. C'est une plateforme indispensable qui permettra aux visiteurs d'organiser un voyage sur mesure, mais aussi une vitrine pour les professionnels partenaires. Et bien évidemment, nous allons essayer de la déployer dans tous les pays du monde, essayer de la déployer dans des compagnies aériennes, essayer de la déployer, nous allons la déployer sur les corners que nous opérons dans les grands aéroports, etc. Nous attendons évidemment le maximum de partenaires sur cette plateforme. Au rang des outils innovants, nous allons lancer avec Île-de-France Mobilité, avec les musées et les grands acteurs du tourisme, enfin le Paris Region Pass à la rentrée 2018, justement pour la Ryder Cup. Ce sera enfin un titre
unique d'accès au transport et aux sites touristiques sur la même carte pour coupler les offres de tourisme, les offres de loisirs et de culture. Grâce au numérique, nous voulons ainsi mieux gérer les flux, les files d'attente. Nous lançons une expérimentation autour de Notre-Dame, au château de Versailles, en ce sens, avec un système de bornes de réservation de billets. Parier sur l'innovation pour améliorer notre offre, c'est aussi soutenir des appels à projets et devancer les tendances. Et à ce sujet, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme travaille notamment avec le Welcome City Lab, qui est le premier incubateur dédié au tourisme, afin d'affiner nos parcours clients, je vois qu'ils sont là dans la salle, afin d'affiner nos parcours clients, les individualiser en lien avec l'initiative Smart Region. Et nous ferons se rencontrer un certain nombre de start-up avec les donneurs d'ordre publics, notamment les villes, de façon à ce qu'un certain nombre de nouveaux services en matière de tourisme puissent être mis à disposition des villes. Nous avons un écosystème de start-up qui est extrêmement dynamique en matière de tourisme et il est évidemment important de leur trouver des débouchés dans la région. Notre stratégie, enfin, c'est d'une certaine manière, notre troisième axe, réclame une mobilisation collective. Parce que nous voulons aller plus loin, pour que toutes ces idées puissent efficacement renforcer l'attractivité de l'Île-de-France, parce que nous pensons qu'ensemble, on peut agir, on peut faire encore mieux. Alors, nous allons travailler avec tous les pays partenaires. Je me rendrai d'ailleurs en Chine dans 8 jours, avec le Comité régional du tourisme, Paris Région Entreprises, pour rencontrer les acteurs du tourisme chinois et approfondir notre coopération. Le tourisme, je l'ai dit, est un secteur vraiment prioritaire pour l'Île-de-France. Je ne vous détaillerai pas les retombées de la consommation touristique, mais enfin, pour la seule Île-de-France, c'est 20 milliards d'euros de consommation touristique en 2017, 500 000 emplois directs ou indirects. Donc, bien évidemment, c'est colossal pour nous, mais je reste persuadée que nous sommes encore en sous-utilisation de notre potentiel touristique et qu'un très grand nombre des destinations de l'Île-de-France ne sont en ce moment pas couvertes et que ce sont des destinations qui peuvent répondre à la demande d'un public nouveau, de touristes informés, de touristes à fort niveau de vie et à haut niveau culturel. Alors c'est en mobilisant tous les acteurs du secteur qu'on va pouvoir conforter notre rang de leader. Je vais répondre, parce que je poursuis mon discours, mais je m'aperçois qu'on n'a pas prévu de me faire répondre à la seule question qui vous intéresse. Quand est-ce qu'il y aura des liaisons directes avec les aéroports ? Alors, le gouvernement, mais Jean-Baptiste le confirmera, puisque je parle sous son regard vigilant, a confirmé la date de 2024 pour l'arrivée du métro ligne 14 à Orly. Et par ailleurs, nous avons à ce stade rien qui nous permette de douter que le Roissy Express, le CDG Express, soit lui aussi au rendez-vous de 2024. Voilà, donc on aura normalement, et la région est extrêmement mobilisée sur ces deux transports, à l'horizon de l'arrivée des Jeux Olympiques, ces deux transports en commun. Par ailleurs, l'Île-de-France veut travailler à une expérimentation de navettes autonomes sur les autoroutes pénétrantes dans Paris, notamment l'A1 vers Roissy, donc ça pourrait être avant encore l'arrivée de Roissy Express, sur l'A4 vers Disneyland, sur l'A13 vers Versailles et sur l'A6 vers Orly. Donc on voudrait essayer de créer une offre de bus beaucoup plus moderne pour desservir l'Île-de-France et être à la pointe du véhicule décarboné et silencieux. Voilà. Donc sur tous ces sujets de transport, évidemment, on sera en première ligne. Et par ailleurs, je rappelle que j'ai pris un engagement, c'est qu'en 2021, tous les trains qui circuleront en Île-de-France seront neufs ou rénovés. Et à ce stade, là encore aucun grain de sable, malgré la grève, aucun grain de sable n'est venu à ce stade perturber ce calendrier. Voilà. Alors, ce que nous souhaitons aussi, c'est que les retombées touristiques puissent être maximales. Et comme j'ai l'honneur de parler devant un ministre du gouvernement, je voudrais en profiter pour faire un plaidoyer pour les zones touristiques internationales. Nous avons vu qu'il y a eu des annulations récentes à Paris d'arrêtés de création de la ZTI, notamment dans le 13e arrondissement.
Et je crois que ce genre d'annulation envoie des signaux contradictoires sur la question de l'ouverture des magasins le dimanche à un certain nombre de nos touristes. Alors, pardon de le dire, mais nous avons un certain nombre de grandes capitales qui n'ont pas les mêmes réticences que nous sur l'ouverture des magasins le dimanche. Et donc, je profite de la présence de Jean-Baptiste Lemoyne pour lui dire que je souhaite que le gouvernement classe l'ensemble de Paris en zone touristique internationale, parce que ça nous aiderait beaucoup à conserver les touristes une journée de plus. Et une journée de plus en Île-de-France, c'est des dizaines de milliers d'emplois, cher Jean-Baptiste. Voilà. Donc la région est dans les starting blocks pour tirer parti de ces emplois futurs. Voilà. Et quant aux Jeux Olympiques, je vous en dis un tout petit mot, puisque là aussi, on m'a posé la question avant que je prenne la parole. Pour les Jeux Olympiques, nous allons devoir former 60 000 volontaires pour accueillir les 10 millions de visiteurs qui sont attendus. Bien évidemment, les Jeux Olympiques, c'est un objectif en soi, mais il y a toutes les retombées touristiques des Jeux, parce que quand on est regardé par des milliards de téléspectateurs, il n'y a pas évidemment que la période des Jeux, il y a l'après-Jeux. Donc l'héritage touristique des Jeux va être colossal, et c'est pour cela que nous travaillons à la région à faire de ces Jeux des Jeux qui donnent de notre région une vision absolument exemplaire, que ce soit en termes de qualité de la nourriture, en termes de qualité de service, de qualité d'accueil, de qualité de transport. Voilà. Alors, n'hésitez pas là-dessus à nous donner toutes vos bonnes idées pour que notre projet, la feuille de route que la région donnera au COJO, eh bien, puisse encore nous permettre d'améliorer notre offre. Alors, je vais finir. Le proverbe dit que le voyage est la seule chose qu'on achète et qui nous rend plus riches. Alors oui, vous pouvez être fiers d'être les acteurs de voyages inoubliables qui enrichissent ceux qui les vivent, surtout quand ils viennent en Île-de-France, et qui participent au développement de notre région. Je sais que je peux compter sur vous pour continuer d'éblouir nos visiteurs. Et ce que j'étais venu vous dire en un mot, c'est qu'évidemment, vous pouvez compter sur moi. Alors, bon résultat et que les meilleurs gagnent. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour ces annonces, ces souhaits. Alors, vous avez grignoté un peu du temps de parole du ministre, mais je suis sûr qu'il ne vous en tiendra pas rigueur, hein, Monsieur le ministre. Alors, Emmanuel, je vous laisse annoncer effectivement le ministre dans quelques instants, qui va bien sûr prendre la parole. Je laisse le ministre saluer Madame la Présidente, quand même. Monsieur le ministre, je serai bref puisque Madame la Présidente de la région Île-de-France m'a piqué presque toutes les questions que je comptais vous poser. Elle a insisté sur un point qui est la sous-valorisation, la sous-utilisation de notre patrimoine touristique, de notre potentiel touristique. Et je voudrais insister sur cette sous-utilisation sur 3 segments de marché. Le premier marché auquel on pense et qui est souvent celui dont viennent nous parler les ministres d'ailleurs, c'est celui qui consiste à faire venir les étrangers en France. Et là, vous connaissez les chiffres aussi bien que moi, que vous preniez le nombre de touristes, les sommes dépensées, tout aboutit à la même conclusion. Nous pourrions faire beaucoup mieux. Je vous rappelle juste que l'Espagne, que la France fait 38 milliards de recettes touristiques chaque année. L'Espagne fait 17 milliards de plus. 39. Ah bah si la Banque de France change les chiffres, semble dire. Bon bref, on pourrait faire beaucoup mieux. J'ai pas le temps, de toute façon, de développer. Le deuxième segment de marché. Et la Thaïlande, vous avez vu ce qu'elle fait, la Thaïlande et l'Espagne, non, l'Espagne quand même, l'Espagne, 17 milliards avec 8 millions de touristes de moins, et la Thaïlande, elle fait 7 milliards de plus de recettes avec 50 millions de touristes de moins. Donc me dites pas qu'on peut pas faire mieux quand même que ce qu'on fait. Deuxième marché auquel on pense et dont souvent les ministres nous parlent un peu moins, c'est le marché qui consiste évidemment à faire partir les Français à l'étranger. Et là, il y a 2 sujets. Les Français... Bon, franchement, je savais que je ferais mon petit effet sur ce sujet-là. Je fais très vite. Les Français, ils peuvent partir plus parce qu'ils sont parmi ceux qui partent le moins en Europe.
Et n'oubliez pas que vous avez votre rôle à jouer, votre expertise est importante dans le fait de faire partir les Français à l'étranger. Je pense notamment à tous les aspects géopolitiques sur lesquels votre client il peut chercher toutes les informations qu'il veut sur Internet. C'est en vous qu'il aura confiance pour savoir où est-ce qu'il faut aller. C'est le point 2. Et puis le troisième, tourisme, dont on parle encore moins souvent, mais qui est très important, c'est faire partir les Français en France. Et là, il y a aussi énormément de potentiel. Et là, vous avez aussi beaucoup à jouer avec toutes les nouvelles formes de tourisme qui se développent, tous ces tourismes thématiques qui ont besoin d'infrastructures, d'organisation, d'expertise. Et là, vous avez aussi un rôle très important à jouer. Monsieur le ministre aussi. Je termine en vous disant que on avait accueilli ici Monsieur Laurent Fabius, qui est un ministre qui avait fait beaucoup pour le tourisme, plus que beaucoup de ministres avant lui. Donc ma question sera très simple. Vous avez annoncé un plan pour le tourisme à l'été 2017. Est-ce que vous comptez continuer, poursuivre l'effort qui avait été entrepris par le gouvernement précédent pour doper cette belle activité qu'est le tourisme en France? Merci. Et j'ai même déjà été trop long. Merci Emmanuel. Monsieur le ministre, vous êtes dans les starting blocks. Vous bondissez sur scène. Merci. Vous avez la parole, monsieur. Bon, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, j'adresse également mes remerciements à Nicolas Barbery et à Frédéric de Vatrigan. Et puis, bon, je sais que les discours, vous en soupez régulièrement, vous aimeriez bien avoir le crabe des neiges, parce que oui, moi je connaissais la reine des neiges, mais il y a le crabe des neiges qui vous attend. Et ça va être un moment important de ce dîner. En tous les cas, c'est avec un grand plaisir que je retrouve un certain nombre de visages, allez, j'ose, amis, parce que le tourisme, c'est quand même une famille, une grande famille, et ça fait 10 ans que j'y participe à un petit niveau. Vous jouez au national, là, les amis. Moi, je jouais au départemental, mais en tous les cas, j'ai pu toucher du doigt combien c'était une famille attachante avec des gens qui sont passionnés, qui souvent, eh bien, ils n'ont pas toujours au début les moyens pour déployer des projets, mais ils ont des idées, ils ont de la créativité, et puis ils savent derrière aller convaincre et déployer. Et je crois que ce soir, d'ailleurs, ça va être cela, d'ailleurs, plutôt que nos discours. Ce qui est intéressant, c'est de voir, ben voilà, celles et ceux qui ont été, qui vont être récompensés, qui ont été sélectionnés par un double jury, un jury déjà de professionnels avertis avec l'équipe du quotidien, du tourisme naturellement, et puis après le jury des lecteurs. Et puis il y a ce côté coup de cœur qui est très présent dans votre sélection et bien qui fait que voilà, on a envie de donner plus qu'un like aux uns et aux autres. Et je voulais vous dire que ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur parce que, petite anecdote, il y a à peu près un an, c'est vrai qu'on est un peu dans le premier anniversaire là, pour un certain nombre d'entre nous. Premier ministre qui me fait appeler, qui me dit « Tiens, passe me voir à Matignon ». Bon, oui, chef. Et puis il me dit « Bon, tu parles anglais ?» Oui, je parle anglais, oui. Bon, tu vas un peu moins voir Lyon, Lyon, Chablis, Vézelay et tout, territoire touristique, je vous incite pour partir en France, pourquoi pas. Et il me dit bon, parce que tu as un petit objectif là, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de nous rejoindre au ministère des Affaires étrangères. Et écoute, il faut qu'on fasse genre plus 15 millions de touristes, parce qu'il y a un objectif qui était fixé, 100 millions de touristes internationaux en 2020, et on a fait 84,2 en 2016. Donc là, tout d'un coup, il y a un grand moment de solitude. On se dit, bon, ok, il faut faire plus 15 millions en 3 ans. Et en fait, très vite, je me suis retourné et je vous ai vu. Oui, parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous, tout de suite, eh bien, que j'ai rencontrés et j'ai pu voir eh bien, qu'en réalité, ces objectifs, ils ne sont pas inatteignables dès lors qu'il y a cette fougue, il y a cette envie d'aller au résultat, il y a cette envie de créer de nouveaux produits, de créer de nouvelles infrastructures. Et donc notre rôle, c'est de vous aider à faire tout ça. On n'est pas là pour le faire à votre place, vous le faites infiniment mieux que nous. Et donc, eh bien, on a mis en place cette équipe de France du tourisme avec Jean-Yves Le Drian, naturellement. Et puis, on s'est appuyé sur un pilier, le taulier, vous le connaissez, Christian Mantéi, à Tout France. Et je dois dire que cet homme est précieux, parce que quand on a décidé de mettre l'emphase sur la promotion, sur le fait d'être efficace en termes de promotion à l'extérieur, de pouvoir bien valoriser nos offres, on lui a dit, bon écoute, on fait un effort exceptionnel, l'État va mettre 4 millions d'euros de plus. Et lui,
Et lui, eh ben, c'est pas la multiplication des petits pains, mais presque. Hein. Il vous multiplie ça par 4. Et donc, en fait, grâce à l'effet levier, comment dire, à tous les partenariats qu'il a montés avec les collectivités, avec vous, un certain nombre de privés. Je salue d'ailleurs la Maison Air France qui a apporté sa part à cette contribution, ainsi que le Club Med, effectivement. Eh bien, on a réussi finalement à avoir des moyens accrus, à jouer tous ensemble, mutualisés, et donc je crois qu'il y a beaucoup d'efficience. Et donc tout ça pour vous dire que ce qui nous guide, c'est avant tout le principe de pragmatisme, d'efficacité. On regarde ce qui marche pas, on s'inspire des bonnes choses. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Le Chypre, effectivement, évoquait un certain nombre de faiblesses. Parfois, quand on l'écoutait, d'ailleurs, on avait envie de se mettre sous Prozac en se disant, finalement, comment on fait pour arriver à attirer autant de visiteurs internationaux compte tenu de toutes ces faiblesses. Mais donc on a bien en tête qu'il faut y remédier. En matière d'investissement, il a tout à fait raison. C'est vrai qu'on a un certain nombre de stations qui parfois vieillissent mal, et donc on a besoin d'avoir des gens qui vont pouvoir rénover, vont pouvoir réhabiliter, vont pouvoir créer. Et de ce point de vue-là, on s'inspire énormément de la mission qu'a conduite Philippe Augier notamment, mais pas que. Il y a également une mission en cours sur sport et tourisme, parce que il a bien pointé aussi les risques qu'il peut y avoir avec des grands événements internationaux qui peuvent freiner la venue de touristes. Et naturellement, il s'agit, nous, d'être armés et au contraire, encore une fois, d'aller au résultat. Donc, pour cela, on s'inspire, vous l'avez vu, on va chercher des professionnels. On va vous chercher, on confie des missions à des gens qui sont sur le terrain, qui ont le savoir-faire. Et il est temps enfin de réfléchir au-delà de nos propres administrations, remarquables au demeurant, mais de faire en sorte que vous soyez, vous, les ministres du tourisme en réalité. Et c'est pourquoi, au début, ça a pu interpeller, on s'est dit, oh là là, il n'y a pas de ministre du tourisme, mais je veux vous dire que vous avez plus que ça, vous avez un Premier ministre qui, tous les 6 mois, réunit un comité interministériel, et ce comité interministériel, ce n'est pas juste les ministres, c'est également beaucoup de vos représentants qui sont autour de la table du Conseil des ministres et qui, du coup, non seulement participent aux décisions, mais préparent les décisions, les font. Et donc, en réalité, tout ça est très, très concret et, je l'espère, pour apporter des fruits et des résultats. Je veux tirer un dernier coup de chapeau, pour ne pas être beaucoup plus long, mais ils sont ici aussi présents. L'équipe du CDCS, vous savez, le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, parce qu'ils travaillent beaucoup avec les voyagistes, avec les entreprises du voyage. Ça contribue également à donner les bonnes informations, effectivement, à travers les fiches aux voyageurs. Et puis, on le sait, parfois, il y a des coups durs ici et là, il faut intervenir, et ils sont là H24 pour répondre. Donc, j'ai énormément de choses à vous dire, mais ce soir, c'est quand même avant tout une soirée aussi, je crois, un peu de fête, hein, parce qu'il y a là des gens qui vont être distingués, qui vont être honorés par leur père, et c'est, je pense, pour eux, quelque chose qui va droit au cœur, et que ce qui compte, c'est que tout cela soit source d'inspiration pour nous. Je suis persuadé qu'à travers leurs exemples, eh bien, ça va nous donner, nous aussi, l'idée de nous réinventer, de pouvoir, je crois, aller chercher une grande victoire, celle d'accroître le nombre de touristes en France, celle d'accroître les retombées économiques. Et puis, écoutez, tout cela fera des heureux parce que c'est de l'emploi, c'est de la croissance. Et ça, on vous le doit. Je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Lemoyne, merci. Eh bien, écoutez, place à l'entrée, maintenant, vous l'avez bien mérité.